Progressant d'un pas franc à travers le dédale de couloirs qu'elle ne connaît que trop bien, une femme à l'allure soignée s'avance jusqu'à une double porte vitrée. Sur son chemin, elle croise quelques infirmières qui la saluent comme à leur habitude. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que la septuagénaire met les pieds à l'hôpital Larcher de Nice. Et effectivement, cela fait 5 mois maintenant qu'elle s'y rend tous les jours pour rendre visite à son fils, hospitalisé à la suite d'un grave AVC. En revanche, c'est bel et bien la dernière fois qu'elle aura l'occasion de lui parler, car dans quelques minutes, une exécution digne d'un film d'action va avoir lieu devant l'hôpital, au beau milieu des passants et des ambulances. Une sordide histoire de règlement de compte et de malheureuses victimes collatérales. Voilà ce dont il aurait pu s'agir. Mais cette femme qui prend place dans sa voiture est loin d'être n'importe qui. Et ce qu'il va se passer ce 6 mai 2014 est tout sauf le fruit du hasard. Laissez-moi vous raconter cette histoire française incroyable. Installez-vous confortablement. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête. Juste avant, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci à vous. Pastor. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose si vous vivez loin du sud de la France, mais il appartient à l'une des dynasties les plus riches de Monaco. Ce fameux rocher, qui rassemble le plus grand nombre de fortunes au mètre carré au monde. Pourtant, même toutes ces élites ne peuvent rivaliser avec les dizaines de milliards d'euros de la famille Pastor, qui, on peut le dire, a largement contribué à faire de Monaco ce qu'elle est aujourd'hui. Le lien indéfectible qui unit la dynastie des Pastor à la petite principauté débute au 19e siècle, lorsque Giovanni Battista Pastor, un mineur italien de 13 ans, sans un sou en poche, quitte ses terres natales afin de trouver du travail à Monaco. Il décroche rapidement un job de tailleur de pierre, et au fil des années, participe à la construction de projets de plus en plus importants. Ce faisant, Giovanni commence déjà à amasser un joli pactole, qu'il lègue à son fils unique, Gildo, en héritage. Gildo continue à faire prospérer l'entreprise créée par son père, en construisant les premiers immeubles de luxe sur le front de mer. Père à son tour de 3 enfants, Hélène, Victor et Michel, Gildo transmet à sa mort un patrimoine de plusieurs dizaines de milliards d'euros, ainsi que plus d'une centaine d'appartements locatifs, faisant de la nouvelle génération Pastor la première fortune de Monaco. Allez dire que l'héritage ça n'aide pas maintenant, mais ce n'est qu'en partie vrai, parce que si demain je devais léguer quelque chose à ma descendance, il ne recevrait que le solde inquiétant d'un compte en banque tristement peu alimenté depuis des années. Mais là je me dis que je pourrais vendre mes cheveux à raffut, on serait tous les deux gagnants finalement. Bref, Hélène, la fille de Gildo, devient tout comme ses frères une figure incontournable du rocher. Proche de la famille princière, elle est même affectueusement surnommée la vice-princesse de Monaco. Hélène Pastor est à son tour mère de 2 enfants, un fils qu'elle nomme Gildo en hommage à son père et une fille, Sylvia. Pilote automobile émérite, Gildo fils crée Venturi Automobile avant de lancer sa propre écurie de formule électrique en association avec l'acteur Leonardo DiCaprio. Tandis que Sylvia, de son côté, s'implique dans les affaires immobilières de sa mère d'une façon plus discrète. Mais si elle jouit d'une vie de privilège, la famille Pastor n'est toutefois pas épargnée par les drames qui peuvent survenir à tout moment, et sans distinction de classe sociale. Même si, bon, vaut mieux pleurer dans des billets. C'est ainsi qu'en 2014, Gildo, âgé alors de 47 ans, est tragiquement frappé par un double AVC. Son état extrêmement grave lui vaut d'être hospitalisé durant de longs mois, à l'hôpital Larcher de Nice. Attentionnée, sa mère Hélène lui rend visite tous les jours depuis qu'il y a été admis. Ce 6 mai 2014 ne fait pas exception à la règle. Après sa visite habituelle, la riche héritière quitte l'hôpital, préoccupée. L'état de son fils est encore loin d'être stable, au point où il a toutes les peines du monde à former ne serait-ce qu'une simple phrase. Plongée dans ses pensées, elle rejoint la Lancia noire conduite par son chauffeur, Mohamed Darwish. Hélène Pastor s'engouffre dans le monospace. Il est presque 19h, et le véhicule s'apprête à redémarrer. Seulement, il n'en aura pas le temps. Un homme s'approche d'Hélène Pastor et de son chauffeur. Un fusil à canon scié entre les mains. Sans que les malheureux n'aient le temps de réagir, il braque son arme devant la vitre côté passager.
et tire 2 fois à bout portant. D'abord sur la milliardaire, puis sur son chauffeur. La vitre explose sous l'impact du coup de feu. Le fracas est assourdissant. La scène est lunaire. Un silence glaçant s'installe une seconde. Avant l'agitation générale, une fusillade vient d'avoir lieu devant l'hôpital. Et celle qui semble avoir été ciblée n'est autre qu'Hélène Pastor. Au fond de son lit, Gildo comprend que quelque chose ne va pas. Dans les couloirs et au dehors, c'est la panique. Inquiet, il tente de comprendre ce qui est en train de se passer, tandis que des infirmières se précipitent dans sa chambre et s'activent autour de lui. On l'informe que, pour sa sécurité, il doit absolument rentrer à Monaco. C'est sur sa mère que l'on vient de tirer, et il se peut que toute la famille Pastor soit actuellement sous la menace d'un contrat envoyé à un tueur à gages. Il faut bien reconnaître que tous les éléments sont réunis pour laisser croire qu'il s'agirait d'un coup de la mafia italienne. Cette tentative d'assassinat, en pleine rue et en pleine journée, sur une richissime femme d'affaires, cela fait fortement penser à l'œuvre d'une organisation criminelle professionnelle puissante venant de l'autre côté des Alpes. Seulement, les enquêteurs affectés à cette affaire vont vite se retrouver confrontés à des incohérences troublantes. La police judiciaire de Nice se retrouve avec un dossier brûlant entre les mains lorsqu'ils apprennent que c'est la célèbre Hélène Pastor qui vient d'être la victime d'une attaque à main armée. Ils comprennent à quel point l'affaire est délicate et hors du commun. On dit souvent que la justice est à 2 vitesses, et c'est malheureusement une réalité dans bien des cas. Car quand c'est une amie du prince Albert de Monaco en personne qui est visée et que le ministère de l'Intérieur s'en mêle, les effectifs se retrouvent doublés comme par magie, afin de résoudre au plus vite cette tentative de meurtre. Et pour l'instant, il s'agit bien seulement d'une tentative, car ni Hélène Pastor ni son chauffeur Mohamed Darwish ne sont décédés. En revanche, tous deux, très gravement touchés par le tir du fusil à canon scié, luttent de toutes leurs forces pour rester en vie dans un hôpital niçois où ils ont été transportés. Hélène y est d'ailleurs admise sous un faux nom, pour sa sécurité. Tous les moyens sont mis en œuvre pour protéger la riche héritière, et c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas oublier que son chauffeur, Mohamed Darwish, a lui aussi été la cible du tir. Et s'il était celui que les criminels voulaient réellement atteindre? Pour obtenir la réponse à cette question, il faut s'intéresser d'un peu plus près à la vie de Mohamed Darwish. Et c'est ce que les enquêteurs s'attachent à faire, tandis qu'une autre équipe de la police judiciaire gèle la scène de crime. Le fils de Mohamed est convoqué dans les locaux de la police judiciaire de Nice, afin d'en dire un peu plus sur son père. Non seulement sur son parcours, mais aussi sur sa relation avec sa patronne, ainsi que le travail qu'il effectuait auprès d'elle. Mais au cours des auditions, les enquêteurs comprennent très vite que Mohamed n'était certainement pas la cible d'un règlement de compte. C'était un homme honnête et droit, un travailleur sérieux qui, depuis des années, avait pris la place d'homme à tout faire, mais aussi de confident pour Hélène. L'étude de ses comptes bancaires ne démontre d'ailleurs rien de suspect. Aucun mouvement d'argent bizarre ni quoi que ce soit qui prouverait que Mohamed Darwish ait eu des choses à cacher. C'est un homme, tout ce qu'il y a de plus intègre et normal, si l'on peut dire. Oui, normal parce que lui ne décide pas de placer des headshots au fusil en pleine rue et en plein jour. Il semble donc que le majordome n'ait été qu'une victime collatérale dans cette histoire. Un témoin qui aurait sans doute été gênant et qu'il valait mieux supprimer pour ne laisser aucune trace derrière soi. Pourtant, vous allez voir que des traces, la police va en trouver un bon nombre sur la scène de l'attaque. Et cela va leur donner de précieuses indications sur ce qu'il s'est réellement passé. Le monospace est passé au peigne fin du sol au plafond, et tout est analysé sans exception. À commencer par les impacts de balles qui permettent aux experts de reconnaître le type d'arme utilisée. À leur grande surprise, c'est un fusil de chasse qui a servi à tirer sur Hélène Pastor et Mohamed Darwish. Le même que celui qu'on utilise pour aller chasser le gros gibier, avec une décharge de chevrotine. Ce détail interpelle les enquêteurs qui n'ont pas pour habitude de voir le grand banditisme utiliser ce genre d'arme pour régler ses comptes. Ce serait même carrément une première. Si la piste de la mafia est sérieusement remise en cause, quel pourrait être alors le mobile de cette attaque violente? Pourquoi pas un crime crapuleux? En effet, le simple fait que la Lancia soit immatriculée à Monaco aurait pu attirer une personne mal intentionnée. Mais encore une fois, les constatations faites sur place ne coïncident pas. Le sac à main d'Hélène Pastor n'a même pas été dérobé. Il est retrouvé abandonné sur le siège passager. Et à l'intérieur, 1800 € en liquide dorment tranquillement. Le mobile de la fusillade devient de moins en moins évident à déterminer.
C'est un véritable brouillard que les enquêteurs tentent à présent de dissiper grâce aux témoins de la scène qui, sous le choc, fournissent néanmoins de précieux renseignements auxquels les policiers ne sont pas préparés. L'attaque ayant eu lieu en pleine rue et en plein jour, beaucoup de témoignages peuvent être recueillis. Grâce à eux, les policiers apprennent dans un premier temps que les assaillants étaient au nombre de 2, contrairement à ce qu'ils pensaient. Seulement, il n'y a que l'un d'entre eux qui a fait feu, le second jouant certainement le rôle de guetteur. Autre information importante, les 2 hommes ont opéré à visage découvert. L'un portait une casquette, tandis que le tireur était simplement revêtu d'une capuche au moment du crime. Ce qui a laissé tout le loisir aux témoins de remarquer qu'ils étaient tous les 2 d'origine africaine. Après avoir tiré sur Hélène Pastor et Mohamed Darwish, ils se seraient enfuis en courant. Ces nouvelles informations ne collent définitivement pas avec la façon d'opérer d'une quelconque mafia. En fait, cela fait même très amateur. Mais dans leur malheur, les policiers ont au moins la chance d'avoir une description assez précise des coupables. En exploitant les images de caméras de surveillance présentes dans le secteur de l'hôpital, ils espèrent même pouvoir capturer des clichés très précis des assaillants, ce qui faciliterait énormément leurs recherches. Cela attendra toutefois, car 4 jours plus tard, une information terrible tombe dans les médias. Alors qu'il était toujours en soins intensifs, Mohamed Darwish vient de succomber à ses blessures. Ce décès tragique bouscule toute la procédure judiciaire, car il n'est pas impossible qu'Hélène Pastor ou Mohamed Darwish connaissaient l'homme qui leur a tiré dessus. Seulement, pour en avoir le cœur net, il faut les interroger. Or, il ne reste à présent plus qu'une seule victime capable d'être entendue. Et les policiers redoutent plus que tout de ne pas avoir le temps de le faire. Il semble heureusement que la chance soit de leur côté, car Hélène Pastor est enfin sortie du coma, et les médecins chargés de stabiliser son état autorisent les enquêteurs à lui rendre visite. Face à la septuagénaire, branchée à toutes sortes de tuyaux censés la maintenir en vie, les agents de la police judiciaire constatent avec effroi à quel point son état est préoccupant. Hélène Pastor a reçu le tir de carabine à bout portant, de si près que les plombs l'ont frappé simultanément au cou, à la poitrine et à la mâchoire. Elle est méconnaissable. Malgré la fatigue et sa difficulté d'élocution, la milliardaire tient à raconter aux policiers ce qu'il s'est passé au moment de son agression. De ce côté-là, rien de nouveau. Le récit d'Hélène Pastor ne diffère aucunement des témoignages déjà recueillis jusque-là. À savoir qu'un homme à la peau foncée s'est approché de la voiture au moment où elle s'apprêtait à tourner pour sortir du parking de l'hôpital, qu'il a levé son fusil contre la vitre passager et a fait feu sans sommation. Cet homme d'ailleurs, Hélène Pastor ne le connaît pas. Voilà qui répond à la question que se posaient les enquêteurs, qui doivent donc continuer leurs recherches. En revanche, la riche héritière a d'autres choses à dire. Des choses importantes, qu'elle n'a malheureusement pas le temps de leur confier, car elle est bien trop faible pour continuer plus longtemps l'audition. Les médecins indiquent aux policiers qu'elle doit absolument se reposer et qu'il leur faudra revenir plus tard. Hélène Pastor insiste tout de même, alors que les enquêteurs quittent la chambre. Au bout d'un ultime effort, elle leur souffle ces quelques mots. « J'ai peur. Je veux absolument vous revoir. J'ai des choses à vous dire. » Elle a visiblement connaissance de certaines informations qui pourraient faire accélérer l'enquête. Peut-être même a-t-elle des noms à leur communiquer. La situation est extrêmement frustrante pour les policiers, qui n'ont d'autre choix que de patienter, tout en sachant que les éléments essentiels de cette enquête sont entre les mains d'une victime qui se trouve encore entre la vie et la mort. Et comme si un destin funeste s'accomplissait, peu de temps après leur visite, Hélène Pastor perd à nouveau connaissance. Cette fois-ci, elle ne se réveillera plus jamais. La vice-princesse de Monaco s'éteint le 21 mai 2014, 11 jours après son majordome. Si le décès de Mohamed Darwish avait déjà énormément choqué l'opinion publique, celui de la célèbre héritière est relayé par les journaux du monde entier et bouleverse les monégasques jusque dans les plus hautes sphères. La preuve en est que le prince Albert en personne assiste aux obsèques d'Hélène Pastor, aux côtés de son fils Gildo et de sa fille Sylvia. Tous les effectifs de police de Nice planchent à présent sur l'affaire Hélène Pastor, arpentant les rues sous le regard perplexe des riverains. Rarement des moyens aussi colossaux ont été déployés pour une affaire de meurtre dans la capitale de la Côte d'Azur. Mais les policiers de la police judiciaire n'ont plus le choix à présent. Ils doivent à tout prix mettre la main sur le ou les assassins d'Hélène Pastor et de son chauffeur. Et ils doivent le faire très vite. Seulement, l'unique personne susceptible de leur fournir des informations capitales vient de rendre son dernier souffle.
emportant avec elle presque tous leurs espoirs. Il reste toutefois un élément que les enquêteurs n'ont pas encore exploité, les images des caméras de surveillance situées dans le secteur de l'attaque. Et si, comme l'affirment les témoins, les meurtriers ont agi à visage découvert, il se pourrait bien qu'ils parviennent à obtenir un joli portrait du tueur, ce qui serait un véritable bond en avant pour l'enquête. Mais encore faut-il tomber sur la bonne image au bon moment. Ils peuvent tout aussi bien ne voir qu'une capuche, ou bien le bout d'une silhouette cachée par une voiture. Cette analyse revêt donc d'une importance capitale. En fait, c'est toute l'enquête qui ne repose plus à présent que sur ces caméras de vidéosurveillance. Il semble que la chance soit du côté des enquêteurs cette fois-ci, car ils retrouvent très vite la trace de leur tueur sur les images des caméras situées sur le parking de l'hôpital. La description très précise des témoins ne permet pas le moindre doute à ce sujet. Entièrement vêtu de noir, la peau foncée, capuche rabattue sur la tête, il s'agit bien de l'assassin qu'ils recherchent. Le tueur semble accompagné d'un second individu, portant une casquette rouge. À l'évidence, il s'agit du guetteur. On le voit d'ailleurs très clairement se positionner discrètement derrière une voiture le temps que le double meurtre soit commis. Ils étaient donc bien deux. Les policiers ne sont pas tant surpris que cela, car certains témoignages parlaient déjà de deux hommes qui s'enfuyaient en courant de la scène de crime. Non, la vraie surprise, c'est que les criminels se sont fait déposer en taxi sur le lieu de l'attaque. Le premier, le guetteur, à 18h34 et le tireur plus tard à 18h47. Commander un taxi pour aller commettre un double meurtre, c'est une première dans les annales judiciaires. Cela ne fait d'ailleurs que confirmer qu'il s'agit bien d'amateurs, et sûrement pas de criminels professionnels qui auraient veillé à ne pas laisser la moindre trace derrière eux. Pour être honnête, à ce moment-là, les policiers se sont dit qu'ils étaient vraiment cons. Les tueurs professionnels ne sont pas si stupides. Ils se doutent bien que s'ils se rendent en taxi sur les lieux de leur futur crime, la police va se jeter sur l'occasion pour contacter la compagnie et réclamer les informations sur celui qui a commandé le véhicule. Un amateurisme qui fait peur à voir, mais qui est une véritable aubaine pour la justice, car c'est exactement ce que font les inspecteurs qui obtiennent pour ainsi dire le Graal. Les deux numéros de téléphone par lesquels ont été commandés le premier taxi de 18h34, puis celui de 18h47. Ces deux téléphones ont été achetés à Marseille, quelques heures avant le crime, et mis en route dans la foulée. Il ne reste plus aux enquêteurs qu'à suivre tranquillement le bornage des deux portables, pour retracer l'itinéraire précis des assassins, qui semble définitivement bien naïf. On apprend ainsi que les deux hommes se rendent à la gare Saint-Charles de Marseille sur le coup des 15 heures. Les enquêteurs vérifient une nouvelle fois les images de vidéosurveillance et aperçoivent effectivement les suspects marcher sur le quai avant de monter à bord d'un TGV à destination de Nice. À 15h39, ils apparaissent de nouveau sur les écrans des caméras. Ils viennent d'arriver à la gare de Nice. Ces images-ci sont carrément du pain béni. De face, parfaitement identifiable, c'est presque une photo d'identité que parviennent à extraire les policiers. En ville, les deux comparses se rendent ensuite dans un hôtel, où ils s'enregistrent sous deux pseudonymes, en se croyant malins. Il ne reste plus qu'une poignée de minutes avant le double homicide. Le guetteur à la casquette rouge est le premier à quitter l'hôtel et à monter à bord de son taxi. Encore une fois, tout est capté par les caméras du quartier. 7 minutes plus tard, c'est au tour du tireur de grimper dans le véhicule qui le conduira sur les lieux du guet-apens. Le dernier relais est pris par les caméras situées sur le parking de l'hôpital. La boucle est bouclée. Il ne reste plus qu'à mettre des noms sur les visages des deux criminels. Mais les enquêteurs ne se font pas trop de soucis à ce sujet. Ils se rendent sans tarder dans la chambre d'hôtel réservée par les tueurs, se doutant que l'un d'eux aura certainement commis une erreur qui leur permettra vite de soulever ce mystère. Ah, étrangement, aucun d'eux n'a oublié son passeport sur le lit. Cependant, il reste un flacon de gel douche dans la salle de bain. Un objet qui est forcément passé entre les mains de l'un des deux hommes, et sur lequel la police scientifique n'aura sans doute aucun mal à retrouver de l'ADN. Et effectivement, un ADN masculin est identifié sur la bouteille. Comparé à la base de données dont ils disposent, les policiers découvrent que cet ADN correspond avec un individu déjà bien connu de leur service, Saïd Ahmed Samim. Âgé de 24 ans, l'homme d'origine comorienne vit actuellement à Marseille. Et si son nom n'est pas inconnu aux oreilles des policiers, c'est qu'il a déjà été arrêté par le passé.
pour une affaire de trafic de drogue. En le comparant aux nombreuses images de vidéosurveillance qu'ils ont à leur disposition, ils comprennent facilement que Saïd Ahmed est le tireur. Une poignée de jours après le double meurtre, ils tiennent donc le tueur. Hors de question cependant d'en rester là et de laisser son complice s'en tirer à si bon compte. Maintenant qu'ils connaissent l'assassin d'Hélène Pastor et de Mohamed Darwish, les policiers ont bien l'intention d'entendre tout ce qu'il a à dire, mais en commençant par la voie de la discrétion. De leur côté, Saïd Ahmed et son complice se pensent hors d'atteinte, et ce pour une bonne raison. Ils continuent à utiliser les téléphones portables dédiés au crime, mais malins, ils ont pensé à changer leur carte SIM pour ne pas être tracés ou mis sur écoute. Malheureusement pour eux, c'est tout le contraire qui va se produire. Car ce sont les portables, et non les cartes SIM, dont les policiers se servent pour mettre quelqu'un sur écoute. Pas si malin finalement. Les forces de l'ordre obtiennent donc très vite et sans grande difficulté le nom du guetteur à la casquette rouge. Il est lui aussi d'origine comorienne et s'appelle Alahir Hamadi. Sans surprise, l'homme de 31 ans est, tout comme Saïd Ahmed, connu défavorablement des services de police marseillais, notamment pour des vols avec violence. Le mobile du double meurtre était-il donc l'argent ? C'est ce que l'on pourrait se dire selon toute vraisemblance. Sauf que cela ne colle pas avec le fait que le sac à main d'Hélène Pastor, contenant une grosse somme d'argent en liquide, ait été retrouvé sur son siège après l'attaque. Une chose est certaine à présent, les deux hommes sont des opportunistes, qui n'ont strictement rien à voir avec le grand banditisme, et qui n'hésitent pas à parler des meurtres au téléphone. Avant de procéder à leur arrestation, les enquêteurs décident donc de poursuivre les écoutes téléphoniques afin d'éclaircir le mystère qui plane au-dessus des deux assassinats. Car pour l'instant, ils ne parviennent pas à comprendre pour quelle autre raison que l'argent, Saïd Ahmed et Alahir, deux petites frappes marseillaises, auraient voulu s'en prendre à une personnalité telle qu'Hélène Pastor. Le moins que l'on puisse dire en tout cas, c'est que les suspects sont vraiment bavards. Ils parlent notamment très souvent d'un certain Blanc. Une information loin d'être anodine. Car à en croire les conversations de Saïd Ahmed et Alahir, ce troisième individu ne serait ni plus ni moins que le commanditaire des assassinats. Grâce au travail consciencieux des enquêteurs, son nom ne reste pas un mystère bien longtemps. Le secret donneur d'ordre s'appelle Pascal Dauriac. Il a 43 ans, exerce le métier de coach sportif et, surprise, c'est un monégasque. Enfin, le premier lien entre Hélène Pastor et ses deux assassins se tisse. Son meurtre aurait été commandité par un homme qui, loin de faire partie du grand banditisme lui aussi, serait susceptible de la connaître personnellement. Les agents de la police judiciaire de Nice ont le sentiment que quelque chose de bien plus sombre et complexe se cache derrière ce double meurtre. Pascal Dauriac était-il celui dont Hélène Pastor voulait leur parler juste avant de rendre son dernier souffle ? Quel lien existe-t-il entre eux ? Pour le savoir, il décide de s'intéresser de plus près à la vie de ce cher Pascal. Montpelliérain d'origine, il grandit entouré de deux sœurs, qui se démarquent par d'excellents résultats scolaires. Le petit Pascal, lui, est un enfant hyperactif, qui peine à faire aussi bien que ses sœurs. Son parcours est jonché d'épreuves, du placement en maison de correction à l'âge de ses 12 ans, au divorce de ses parents qui l'affectent énormément. Mais il se jure de réussir. Et en travaillant d'arrache-pied, il parvient à décrocher son diplôme de peintre en bâtiment à l'âge de 18 ans. Sauf que ce qui passionne vraiment Pascal Dauriac, c'est le sport. Il obtient ainsi son brevet de coach sportif et commence à travailler pour les grandes fortunes de Monaco. Et c'est bien dans cette activité de coach sportif que réside la clé de cette affaire. Car dans la liste de ses clients fortunés, le quarantenaire compte l'un des plus célèbres noms du rocher, les Pastor. Depuis plus de 10 ans, il est en effet le coach personnel de Sylvia Pastor et de Wojciech Janowski, le mari de cette dernière. Un lien que les enquêteurs ne peuvent placer sur le compte du hasard et qui propulse tout à coup cette sordide histoire de double meurtre sur la voie d'un assassinat intrafamilial. C'est immédiatement le gendre d'Hélène Pastor qui focalise l'attention des enquêteurs. Non pas qu'il croie une fille incapable de faire assassiner sa propre mère, cela s'étant malheureusement déjà vu par le passé, mais strictement rien dans la vie de Sylvia Pastor ne permet de la mettre en cause dans cette tragédie, alors que son compagnon, en revanche, est une personnalité nettement plus intéressante. Et lui non plus n'est pas n'importe qui, car en plus d'être le conjoint d'une fille Pastor, il exerce en tant que consul honoraire de Pologne à Monaco.
Une fonction qui a pour but d'aider les ressortissants de son pays en protégeant leurs droits. Wojciech étant d'origine polonaise, il est tout naturellement indiqué pour ce rôle. Mais ce n'est pas tout, car à l'âge de 65 ans, le gendre d'Hélène Pastor est aussi à la tête de la 5e raffinerie de pétrole de Pologne, et a même pendant un temps été le directeur de la société gérant le casino de Monaco. Parti de rien dans son pays d'origine, il impressionne par son parcours professionnel hors du commun, et par ce qu'il a réussi à accomplir. Côté vie privée, le couple qu'il forme avec Sylvia Pastor semble couler des jours heureux. Cela fait plus de 28 ans qu'ils sont ensemble, après s'être rencontrés lors d'un dîner mondain à Monaco. Le fait que Sylvia Pastor soit déjà mère d'un premier enfant n'a en rien freiné la naissance de leur idylle. Mais tous n'apprécient pas autant Wojciech Janowski. Devinez qui en particulier ne voit pas le couple qu'il forme avec Sylvia d'un très bon œil. Je vous le donne dans le mille, Hélène Pastor, la belle-mère. Pourtant, Sylvia et Wojciech mènent une vie de rêve ensemble, se montrent fusionnels et avec lui, Sylvia Pastor a même eu la joie d'accueillir un second enfant. Alors, pour quelle raison la milliardaire aurait-elle pu se montrer méfiante vis-à-vis de son gendre ? C'est Gildo, le fils d'Hélène Pastor et donc le frère de Sylvia, qui en apprend plus aux enquêteurs. En effet, il retrouve peu à peu l'usage de la parole après son grave AVC, et il souhaite donner quelques informations aux policiers chargés de démêler le nœud de ce drame familial. Le fait est qu'Hélène Pastor avait si peu confiance en Wojciech qu'elle employait depuis 20 ans un détective privé chargé d'enquêter à son sujet. La raison ? Le consul honoraire de Pologne est un escroc et un mythomane qui s'invente une vie pour ne pas perdre la face. D'ailleurs, la raffinerie en Pologne n'est qu'un énorme désastre et un gouffre financier pour lequel il a perdu tous ses procès. La réalité derrière le riche homme d'affaires est bien moins reluisante qu'il n'y paraît. Wojciech est sous le coup d'une enquête pour escroquerie et blanchiment d'argent dans son pays d'origine. On comprend mieux pourquoi. Étant assise sur plusieurs milliards d'euros, Hélène Pastor se méfiait de son gendre comme de la peste. Certes, le couple semblait solide, mais était-ce par amour que Wojciech s'était intéressé à Sylvia au départ ? Ou bien par pur intérêt, attiré par la richesse quasi légendaire de la famille ? Pour les enquêteurs, tous les doutes sont permis. D'autant plus qu'ils mettent le doigt sur un élément plutôt intéressant. Tous les mois, Hélène Pastor versait 500 000 euros d'argent de poche à ses enfants, Sylvia et Gildo. Et ils ont des grosses poches, environ 100 000 fois plus grandes que les miennes apparemment. 6 millions d'euros qui tombent du ciel tous les ans. Voilà qui peut faire tourner des têtes, et pas les plus honnêtes. Comme par hasard, les comptes bancaires de Wojciech démontrent qu'il pioche allègrement dans cet argent gracieusement versé par Hélène Pastor à sa fille. Celui qui en profite le plus, en fin de compte, c'est bien lui. Car c'est lui qui gère les comptes, ce qui lui laisse tout le loisir de détourner régulièrement de l'argent en mentant sur leurs dépenses. Le stratagème est tout simple, mais il fonctionne parfaitement. Et puis mentir, c'est le dada de Wojciech. Il annonce par exemple à Sylvia que les études de leur fille en école privée leur coûtent 500 000 euros, alors qu'elles ne s'élèvent pas à plus de 150 000 euros maximum. La différence part directement dans sa poche. En épluchant ses comptes bancaires, les policiers découvrent que l'escroc a ainsi détourné plus de 7 millions d'euros en l'espace d'1 an et demi. De quoi mener la grande vie n'importe où dans le monde. Hélène Pastor et, par son intermédiaire, sa fille Sylvia, étaient sa poule aux œufs d'or. Mais justement, si cette arnaque parfaitement rodée fonctionnait si bien et depuis tant d'années, pourquoi aurait-il souhaité se débarrasser de celle qui l'enrichissait ? Cela semble complètement illogique. Et pourtant, 3 mois avant le double meurtre, plusieurs mouvements d'argent suspects apparaissent sur le compte bancaire de Wojciech. Entre février et avril 2014, il retire plus de 200 000 euros en espèces. Le dernier retrait à hauteur de 97 000 euros datant d'1 mois à peine avant l'attaque. Lui, il n'était pas à la banque postale. Alors, pur hasard, les enquêteurs n'y croient plus. Ils sont persuadés que cette énorme somme d'argent est le prix du contrat que Wojciech a placé sur la tête de sa riche belle-mère. L'étude de ses relevés téléphoniques ne fait d'ailleurs que confirmer ses soupçons, en reliant définitivement Wojciech Janowski à Pascal Doriak, le coach sportif. Dans la même période de temps, c'est-à-dire entre février et avril, le nombre d'appels et de SMS entre les deux hommes est multiplié par 2. Certes, Pascal Doriak est le coach personnel du couple, et il est normal qu'ils soient en contact. Mais tous ces appels prouvent que quelque chose d'inhabituel était en train de se passer, ce qui nécessitait des contacts très réguliers entre les deux hommes. Plus troublant encore,
Au moment de l'assassinat d'Hélène Pastor, puis au moment de son décès à l'hôpital, ils se sont empressés de se téléphoner. Tout porte à croire que le businessman raté et le coach sportif cupide se sont alliés pour faire tuer Hélène Pastor. Reste maintenant à comprendre pourquoi. Avec tous les éléments à présent en leur possession, les enquêteurs estiment qu'il est temps de faire parler les suspects. Le 23 juin 2014, un peu plus d'un mois après les meurtres de Mohamed Darwish et Hélène Pastor, la brigade criminelle de Marseille lance une arrestation de grande envergure. Dans son filet, la fille d'Hélène Pastor, le consul honoraire de Pologne, un coach sportif et 2 délinquants de la cité phocéenne. Franchement, il n'y a qu'à Marseille qu'on peut entendre une telle phrase. Tout ce petit monde est placé en garde à vue avant d'être interrogé. Le crime étant commis en bande organisée, les enquêteurs disposent de 96 heures afin de mener les interrogatoires, au lieu des 24 heures légales habituellement. Wojciech est évidemment celui que les policiers attendent au tournant. Mais l'homme, ferme et catégorique, nie son implication dans le double meurtre, question après question, sans jamais flancher une seule fois. Sûr de lui, il se permet même de se montrer hautain. Une attitude que n'apprécient pas les policiers qui possèdent un bon nombre d'éléments à charge contre lui. En fait, Wojciech n'en a pas encore conscience, mais il est déjà coincé. Car dans le bureau d'à côté, le coach sportif avoue tout. Il se livre même à cœur ouvert aux enquêteurs, et cela ne va pas franchement dans le sens du gendre d'Hélène Pastor. Tout commence 1 an et demi avant les meurtres. À cette époque, Pascal Dauriac mène sa petite vie tranquillement, heureux et passionné par son métier. Il ne lui manque rien. Il a cependant la surprise un beau jour de voir l'un de ses clients se confier à lui, à propos d'un sujet très personnel. Ce client, c'est évidemment Wojciech Janowski. Ce dernier raconte à son coach que sa belle-mère, Hélène, est un monstre de cruauté et qu'il n'en peut plus. Désespéré, il lui demande s'il ne pourrait pas trouver une arme et se charger de l'éliminer. La stupeur gagne le coach sportif, qui était loin de s'attendre à une telle demande, et croit d'abord à une blague. Mais il n'en est rien. Pascal Dauriac décide de ne pas donner suite, ce qui en toute logique est une réaction plutôt rassurante. Mais son client change soudainement de comportement au fil des mois suivants. Wojciech fait de plus en plus souvent appel au service de Pascal, noue une relation plus étroite avec lui, se met à le considérer comme son propre fils, et commence même à le couvrir de cadeaux luxueux. Le coach est flatté, et ayant manqué d'affection paternelle dans son enfance, il se met à voir en Wojciech le père dont il a toujours secrètement rêvé. Et surtout, les cadeaux luxueux, cela ouvre l'appétit financier de Pascal. L'emprise psychologique est en place. Wojciech le sait, et c'est pour cela qu'il remet le couvert au sujet de sa belle-mère. Hélène Pastor est cruelle, sans affection pour ses enfants, et d'ailleurs elle leur pourrit tellement la vie que Sylvia, sa compagne bien-aimée, a fini par en développer un cancer, qui est en train de la ronger à petit feu. Sur ce point, Wojciech n'a pas menti. Sylvia Pastor est effectivement atteinte d'un cancer du sein depuis 2010. Cela fait 4 ans qu'elle lutte contre cette horrible maladie. Pour Pascal, Hélène est donc peut-être bien en train de précipiter la mort de sa propre fille. D'autant que la milliardaire est effectivement connue pour être un peu trop présente dans la vie de ses enfants. Selon Wojciech, il n'existe qu'une seule solution pour mettre fin au calvaire de Sylvia: tuer sa mère. Le coach, touché, mais surtout savamment manipulé par son client, qui lui verse 140 000 € en guise d'ultime motivation, commence peu à peu à réfléchir à cette atroce possibilité. Il se rend donc dans une cité marseillaise pour trouver son beau-frère, car celui-ci a quelques connaissances dans le milieu criminel. Et en effet, il connaît 2 Comoriens qui seraient capables de se charger du sale boulot. Enfin, capables, façon de parler, hein. Les meurtriers sont payés. L'assassinat est programmé et le compte à rebours est lancé. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, Hélène Pastor n'était pas la seule cible à abattre. Il était prévu que Pascal Dauriac s'occupe aussi de Gildo, son fils, peu de temps après. Un projet macabre qui n'aura, heureusement, jamais eu le temps de voir le jour. Cela permet toutefois aux policiers d'entrevoir enfin le véritable mobile du crime, l'héritage. Car en faisant éliminer Hélène Pastor, puis son fils Gildo, Sylvia aurait été la dernière héritière et aurait donc récupéré l'immense fortune de sa famille. Wojciech n'aurait alors plus qu'à se servir sans aucune limite. Les 500 000 € par mois ne suffisaient pas. Il a eu les yeux plus gros que le ventre. Confronté aux très graves accusations de son coach sportif, Wojciech Janowski persiste
et signe. Il n'a strictement rien à voir de près ou de loin dans la mort de sa belle-mère et de son majordome. Il a d'ailleurs une explication à donner concernant la somme de 140 000 € versée à son coach personnel, car il admet l'avoir effectivement payé, mais certainement pas pour faire assassiner qui que ce soit. En fait, depuis 2 ans, Wojciech serait victime de chantage de la part de Pascal Doriak. Le coach menaçait tout simplement de s'en prendre à la vie de ses proches si Wojciech n'acceptait pas de lui verser une grosse somme d'argent, ce qu'il a fini par consentir. C'est une belle histoire, à laquelle les enquêteurs ne croient pas une seule seconde. Elle s'effondre d'ailleurs au bout de 3 jours d'interrogatoire, lorsque Wojciech Janowski craque, enfin, et avoue qu'il est bien l'homme ayant commandité l'assassinat de sa belle-mère. Il a effectivement payé son coach sportif pour qu'il règle le problème, sans qu'il n'ait à se salir les mains et qu'il prenne le risque de mettre en péril sa position respectable. Selon lui, il n'aurait agi que pour sauver la vie de celle qu'il aime plus que tout, Sylvia, dont le cancer serait dû au stress engendré par l'attitude de sa mère à son égard. Grand seigneur. Mais qu'en pense la principale intéressée, Sylvia Pastor? C'est lors de sa garde à vue qu'elle découvre l'horrible vérité. Le véritable meurtrier de sa mère n'est autre que l'homme qu'elle aime. C'est peu dire que Sylvia tombe des nues à l'annonce de cette nouvelle. Elle est complètement sous le choc et ne comprend pas les raisons de ce passage à l'acte. C'est vrai, Hélène a toujours été exigeante et dure avec elle, et l'annonce de son cancer du sein ne l'avait pas adoucie. Parfois, Sylvia se sentait seule. Cependant, elle aimait sa mère plus que tout, et jamais elle n'aurait pu souhaiter sa mort. D'ailleurs, Hélène n'avait pas que des mauvais côtés. C'était aussi une femme extrêmement généreuse, qui avait réellement un bon fond. Et puis, si toute cette histoire de chevalier blanc, prêt au pire des sacrifices pour sauver sa dulcinée, était vraie, quelle raison Wojciech avait-il de vouloir aussi faire assassiner le frère de Sylvia, Gildo? Le mobile avancé par le principal suspect n'est pas cohérent, et le véritable scénario de ces meurtres pourrait bien être beaucoup moins romantique. Il ne faut pas oublier que Sylvia, au moment de la mort de sa mère, est toujours gravement malade. Elle lutte péniblement chaque jour contre ce cancer qui met sa vie en danger. Et elle n'a pour le moment aucune certitude de guérison. Si elle venait malheureusement à perdre ce combat, qu'adviendrait-il de Wojciech et des millions qu'il arrive à détourner grâce à elle? N'étant pas marié avec Sylvia, il se retrouverait à coup sûr avec les poches complètement vides, perdant tout au passage, son rang social, une réputation qu'il a mis si longtemps à bâtir, ainsi que son train de vie luxueux. Wojciech ne pouvait tout simplement pas prendre le risque que Sylvia décède avant sa mère. Alors il a pris les devants. Suite à leur garde à vue et à leurs aveux respectifs, Wojciech Janowski, Pascal Doriak, Saïd Ahmed Samin et Alaï Ramadi sont tous mis en examen et écroués pour assassinat en bande organisée. Mais en tout, ce sont 10 accusés qui sont placés en détention, car plusieurs autres individus ont joué le rôle d'intermédiaires. Parmi eux, un gendarme volontaire, originaire des quartiers nord de Nice, qui, après un premier repérage sur les lieux du crime, s'était finalement désisté. Aucun des accusés ne fait marche arrière, sauf Wojciech Janowski, évidemment, qui se rétracte quelques jours plus tard et se dit alors totalement innocent. Selon lui, ses aveux lui auraient été arrachés de force par les policiers, qu'il aurait maltraité et brutalisé lors de sa garde à vue. Un grand classique. Devant le juge d'instruction, il va même avoir l'audace d'affirmer qu'il a vu beaucoup d'atrocités liées à la Seconde Guerre mondiale, comme les camps de concentration, mais que ce qu'il a vécu pendant sa garde à vue était bien pire que cela. Un argument franchement culotté, voire indécent, qu'il persiste à brandir pour sa défense jusqu'au jour de son procès en septembre 2018. Cette affaire est hors norme. Et le nombre des accusés présents dans le box ce jour-là en témoigne bien. Ils sont au nombre de 10, du commanditaire au tireur. Le commanditaire, justement, Wojciech Janowski, a eu la chance de pouvoir engager le meilleur des avocats de la défense à ce moment. Il s'agit du célèbre Éric Dupond-Moretti, surnommé Acquittator, pour le nombre des acquittements qu'il a obtenus durant sa carrière. Wojciech maximise ainsi les chances de s'en sortir blanchi et totalement libre. Un privilège que tous, évidemment, ne peuvent pas se payer. Soutenu par son avocat, Wojciech conserve son axe de défense en hurlant au scandale judiciaire. Il reprend même, devant la salle comble, la comparaison avec les actes de torture perpétrés durant la Seconde Guerre mondiale, arguant que la seule chose qu'on ne lui ait pas fait, c'est de lui arracher les ongles. Un manque de respect et une véhémence inadmissible aux yeux du juge.
qui va finalement très vite mettre un terme à ses mensonges, en demandant de diffuser l'enregistrement des aveux de Janowski, devant la cour. Sueur froide pour le consul honoraire de Pologne et son avocat. Sur ces enregistrements, tout le monde découvre avec stupeur un homme parfaitement à l'aise et détendu, qui, après qu'on lui a amené le soda qu'il venait de commander, avoue calmement avoir demandé à Pascal Dauriac d'assassiner sa belle-mère. Et ce, devant une policière au comportement irréprochable. Ce retournement de situation douche tous les espoirs du gendre d'Hélène Pastor, qui se voit condamné à la prison à perpétuité, tout comme Saïd Ahmed et Alaïd, le tireur et le guetteur. Pascal Dauriac, le coach sportif qui avait été manipulé par son client, écope quant à lui de 30 ans de prison, une peine réduite à 22 ans lors de son procès en appel. La justice ayant reconnu la grande implication du coach sportif dans l'enquête et ayant permis d'arrêter quasiment tout le monde. Depuis la fin du procès, Sylvia Pastor se fait encore plus discrète sur la scène médiatique. Gildo et elle, définitivement brisés, n'ont malheureusement pas su se réconcilier après la tragédie qui a frappé leur famille, et qui a laissé comme une tache de sang indélébile dans l'histoire de la dynastie Pastor. Voici pour ce complot mortel français. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, écrivez Marseille en commentaire. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.